Parfois, le silence est le prélude à une tempête que personne ne peut arrêter. Ce que vous allez découvrir est une histoire de révélation, de chute et de renaissance. Veuillez noter qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, conçue pour vous entraîner dans les méandres des jeux de pouvoir et de la résilience humaine. Ici, chaque détail compte et chaque choix définit le destin. Si vous cherchez une vengeance stratégique et une quête de vérité absolue, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à entrer dans le monde d'Hélène. Le premier chapitre commence maintenant. La clé tourna avec une lourdeur familière dans la serrure. Pour Hélène, ce simple geste marquait chaque soir la fin d'une course effrénée contre le temps. Ce jour-là, la fatigue n'était pas seulement physique. Elle s'était infiltrée sous sa peau, pesant sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle franchit le seuil, posa son sac sur la console de l'entrée et prit une profonde inspiration, espérant trouver dans l'atmosphère de sa maison ce havre de paix dont elle avait tant besoin. Mais l'air du foyer était étrangement lourd, chargé d'un silence qui n'avait rien d'apaisant. Dans le salon, la lueur blafarde d'un écran flottait dans la pénombre. Laurent était là, affalé sur le canapé, le corps immobile et l'esprit lointain. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. Pas un mot d'accueil, pas un regard pour masquer son indifférence. Hélène ressentit ce pincement familier au cœur, cette certitude amère d'être devenue invisible dans sa propre vie. Elle s'approcha lentement, s'apprêtant à rompre le silence par une banalité sur sa journée, quand Laurent prit la parole d'une voix monocorde, sans même détacher son attention de son téléphone. « Prépare la maison, Élise vient d'accoucher. Elle va s'installer chez nous pour 7 mois. Et c'est toi qui t'occuperas du bébé. » Les mots tombèrent dans la pièce avec la brutalité d'un coup près. Hélène s'arrêta net, le souffle coupé, comme si l'air venait d'être aspiré hors de ses poumons. Pendant quelques secondes, elle crut à une plaisanterie de mauvais goût, une provocation gratuite pour tester ses limites. Mais le visage de Laurent restait d'une impassibilité effrayante. Il venait de sceller son destin pour les prochains mois, sans une once de consultation, sans même envisager que sa femme puisse avoir un avis, un emploi du temps, ou simplement une dignité à respecter. 7 mois. 7 mois à sacrifier ses nuits, son espace, sa tranquillité, pour une belle-sœur qui n'avait jamais manqué une occasion de lui témoigner son mépris. Et surtout, porter la responsabilité d'un nourrisson qui n'était pas le sien, alors qu'elle gérait déjà seule la charge mentale et financière de leur quotidien. Le choc initial fit rapidement place à un sentiment de révolte viscérale. « Laurent, regarde-moi » dit-elle, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour paraître ferme. Laurent daigna enfin tourner la tête, un soupir d'agacement théâtral s'échappant de ses lèvres. « Tu ne peux pas décider une chose pareille tout seul. C'est notre maison, c'est ma vie aussi. J'ai un travail, des responsabilités. Comment peux-tu imaginer que je puisse m'occuper d'un nouveau-né à plein temps pendant plus d'un demi-an sans même m'en parler ?» La réponse de Laurent fut immédiate, teintée d'une condescendance insupportable. Il esquissa un sourire méprisant, le genre de sourire qui cherche à réduire l'autre à néant. « Arrête ton cinéma, Hélène, c'est ma sœur. Elle traverse une période difficile et elle a besoin d'aide. Toi, tu travailles souvent d'ici, tu as du temps. Ne commence pas à faire ton égoïste comme d'habitude. C'est décidé, c'est la famille. Le sujet est clos. » Ce mot, égoïste, résonna dans l'esprit d'Hélène comme l'insulte suprême. Elle, qui passait ses journées à tout anticiper, à porter le ménage à bout de bras, à accepter les caprices de la famille de Laurent pour préserver une paix fragile. Le cynisme de son mari atteignait des sommets insoupçonnés. Il ne demandait pas de l'aide. Il exigeait une servante gratuite pour sa sœur, tout en s'attribuant le rôle du sauveur magnanime. Laurent se détourna d'elle, replongeant dans son écran, signifiant par ce geste que la conversation n'avait plus lieu d'être. Le mépris était total, absolu. Le sol semblait se dérober sous les pieds d'Hélène. Elle comprit à cet instant précis que son mariage n'était qu'une façade, un contrat unilatéral où ses désirs n'avaient aucune valeur. Incapable de proférer une parole de plus sans éclater, Hélène fit demi-tour. Ses pas la guidèrent instinctivement vers la salle de bain, le seul espace de la maison où elle pouvait encore s'isoler. Elle ferma la porte et tourna le verrou. Le clic métallique sonna comme une libération temporaire. Adossée à la cloison, elle se laissa glisser lentement jusqu'au sol. Les larmes, contenues depuis de trop longues minutes, jaillirent enfin. Des larmes de colère, de frustration, mais aussi de deuil. Le deuil de l'illusion qu'elle s'était construite sur son couple. Elle pleura en silence
étouffant ses sanglots avec ses mains pour que Laurent n'eût pas le plaisir de l'entendre faiblir. La douleur était immense, une brûlure sourde dans la poitrine. Elle se sentait piégée, acculée par l'ingratitude de ceux qu'elle avait tant soutenus. Le temps s'étira. Les pleurs finirent par se tarir, laissant place à un grand vide. Hélène se redressa péniblement et s'approcha du lavabo. Elle ouvrit le robinet d'eau froide et s'aspergea le visage à plusieurs reprises. La fraîcheur de l'eau agit comme un électrochoc sur ses sens engourdis. Elle prit une serviette, s'essuya délicatement, puis leva les yeux vers le miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme aux yeux rougis, mais dont les traits s'étaient soudainement durcis. Le désespoir venait de s'éteindre. Quelque chose d'autre venait de naître à sa place. Une lucidité froide, implacable, presque effrayante. Elle se regarda intensément dans les yeux. Laurent et Élise s'attendaient à trouver une femme brisée, prête à se plier à leur moindre désir. Ils allaient découvrir qu'on ne piétine pas impunément l'existence d'une personne résiliente. La tristesse s'était transformée en stratégie. Hélène esquissa un sourire imperceptible dans la pénombre de la pièce. Il voulait une surprise pour l'arrivée du bébé. Elle allait leur en préparer une qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, le réveil sonna dans une atmosphère radicalement différente. Hélène avait enfoui sa colère au plus profond d'elle-même, ne laissant paraître qu'un visage serein et d'une docilité parfaite. À la table du petit déjeuner, Laurent l'observait du coin de l'œil, guettant une nouvelle crise de larmes ou des supplications. Au lieu de cela, Hélène lui servit son café avec une douceur feinte et lui annonça d'une voix calme qu'elle acceptait la situation. Elle lui dit qu'après une nuit de réflexion, elle comprenait l'importance de la solidarité familiale et qu'elle allait commencer dès aujourd'hui à organiser la maison pour accueillir Élise et le nourrisson. Le soulagement sur le visage de Laurent se mua instantanément en une autosuffisance triomphante. Pour son esprit narcissique, ce revirement n'avait rien de suspect. Il était simplement la preuve logique de son autorité incontestée sur son épouse. Il embrassa Hélène sur le front avec une condescendance affectueuse et quitta la maison le cœur léger, persuadé d'avoir maté définitivement ses velléités d'indépendance. Hélène le regarda partir depuis la fenêtre du salon, son sourire s'évanouissant dès que la voiture eut disparu au bout de la rue. Le décor était planté, le jeu pouvait enfin commencer. Seule dans la maison silencieuse, Hélène commença son inspection. Elle n'avait pas l'intention de perdre son temps à trier du linge ou à vider des placards pour la venue d'Élise. Sa cible était tout autre. Elle se dirigea d'un pas ferme vers le bureau fermé à clé de Laurent, une pièce dont il lui interdisait habituellement l'accès sous prétexte de confidentialité professionnelle. Trouver la clé de rechange dissimulée dans le double fond d'un tiroir de la cuisine ne lui prit que quelques instants. Elle ouvrit la porte, s'installa devant le secrétaire en acajou et commença à fouiller les dossiers administratifs de son mari. C'est en ouvrant une pochette cartonnée, dissimulée derrière de vieux relevés de compte, qu'elle fit la découverte qui changea la nature de sa révolte. Ce n'était pas une simple maladresse de gestion familiale, mais une trahison financière majeure. Sous ses yeux se trouvait un contrat de prêt bancaire d'un montant astronomique, émis à son nom unique. En bas de la page, sa propre signature avait été imitée avec une précision effrayante. Laurent avait usurpé son identité pour contracter ce crédit colossal afin d'éponger les dettes de jeu et les faillites de sa sœur. Le plan de son mari était d'une perversité rare. En la chargeant de cette dette occulte tout en la poussant à sacrifier sa carrière pour s'occuper bénévolement du bébé, il s'assurait de sa dépendance financière absolue pour les années à venir. Le choc fut d'une violence inouïe, mais cette fois, aucune larme ne vint troubler la vue d'Hélène. La douleur se mua instantanément en une rage froide, lucide, mathématique. Laurent venait de franchir la ligne de non-retour. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage malheureux, mais d'une tentative de destruction sociale. Sans perdre une seconde en lamentations inutiles, Hélène utilisa son téléphone pour photographier chaque page du document compromettant, ainsi que les relevés prouvant le transfert immédiat des fonds vers le compte personnel d'Élise. Elle composa ensuite le numéro d'un avocat spécialisé, dont le nom circulait discrètement parmi ses collègues pour son efficacité redoutable. En quelques phrases concises et percutantes, sans fioritures juridiques fastidieuses, elle exposa les faits. L'avocat comprit immédiatement l'urgence de la situation et lui dicta sa feuille de route. Hélène rédigea dans la foulée un courriel officiel destiné au service des fraudes de sa banque, y joignant les preuves de la falsification de sa signature
et exigeant la révocation immédiate de toutes les procurations que Laurent possédait sur ses comptes. En l'espace de quelques heures à peine, et sans qu'aucun éclat de voix n'ait retenti dans la maison, les fondations de la sécurité de Laurent venèrent de s'effondrer à son insu. En fin d'après-midi, Hélène entendit le moteur de la voiture de son mari résonner dans l'allée. Elle replaça les documents à leur place exacte, reverrouilla la porte du bureau et retourna dans la cuisine pour simuler ses activités habituelles. Lorsque Laurent franchit le seuil, il découvrit une maison paisible et une épouse souriante en train de préparer le dîner. Il s'approcha d'elle, lui caressa la joue d'un geste protecteur, ravi de retrouver la femme soumise qu'il avait toujours pensé pouvoir contrôler. Hélène soutint son regard avec une sérénité parfaite, savourant le fait que l'homme en face d'elle n'avait absolument aucune idée du piège silencieux qui venait de se refermer sur lui. Les jours suivants s'écoulèrent dans un calme trompeur, une transition presque irréelle où chaque seconde était exploitée par Hélène avec une précision d'horloger. Laurent, entièrement absorbé par son rôle de patriarche magnanime, passait ses journées à l'hôpital auprès de sa sœur Élise, savourant par avance l'admiration de son entourage. Il ignorait que chaque minute d'absence était une porte ouverte pour sa propre chute. Hélène n'avait pas l'intention de fuir misérablement avec une simple valise. Elle allait reprendre tout ce qui lui appartenait, jusqu'au moindre centime, jusqu'au moindre souvenir. Profitant des longues plages horaires où la maison était déserte, elle orchestra un déménagement invisible. Les objets de valeur qu'elle avait achetés, ses vêtements de marque, ses papiers importants et les meubles qui lui venaient de sa propre famille, furent discrètement transférés dans un garde-meuble sécurisé dont elle seule possédait la clé. Pour combler les vides et maintenir l'illusion d'une maison habitée, elle réorganisa l'espace avec une habileté déroutante, déplaçant un fauteuil ici, un tableau là. Aux yeux d'un homme aussi inattentif que Laurent, le décor restait inchangé. Il ne voyait de sa maison que ce qu'il voulait bien en voir, un simple miroir de sa propre réussite. Le vendredi après-midi marqua le point de non-retour. Laurent était en route pour ramener Élise et le nouveau-né à la maison. Le piège était désormais amorcé. Les comptes bancaires de Laurent étaient gelés par la banque suite au signalement de fraude, et les serrures de la nouvelle résidence secrète d'Hélène étaient déjà posées. C'est à ce moment précis, alors qu'elle venait de charger les derniers cartons essentiels dans sa voiture, que son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine vide. C'était Laurent. Hélène laissa l'appareil sonner 3 fois avant de décrocher, affichant un calme impérial. « Hélène, on quitte l'hôpital dans 10 minutes », lança la voix de Laurent, parasité par les bruits du trafic. Élise est fatiguée et le petit n'arrête pas de pleurer. J'espère que tout est prêt à la maison. Le dîner est chaud? Je ne veux pas arriver et devoir m'occuper de l'intendance. Tu as bien préparé la chambre d'amis? Hélène jeta un regard circulaire sur la pièce. Le comptoir en quartz était immaculé, dénué de tout ustensile de cuisine. La maison résonnait déjà de ce vide caractéristique des lieux abandonnés. Un sourire presque imperceptible, d'une ironie mordante, dessina ses lèvres. « Tout est exactement là où cela doit être, Laurent, » répondit-elle d'une voix douce, d'une neutralité désarmante. « La maison est prête à vous recevoir, toi, ta sœur et ses choix. Vous allez trouver exactement ce que vous méritez. » À l'autre bout du fil, Laurent n'arriva pas à déceler le moindre sous-entendu. Sa propre vanité agissait comme un filtre absolu. « Parfait. Ne tarde pas à ouvrir quand on arrive. Je n'ai pas envie de chercher mes clés avec les bras chargés de bagages. » ordonna-t-il avant de raccrocher brusquement, sans attendre de réponse. Ce fut sa dernière erreur. Hélène posa le téléphone, prit son sac à main et s'approcha du grand miroir de l'entrée. Elle ne vit plus la femme fatiguée et invisible du début de la semaine. Ses yeux brillaient d'une force nouvelle, celle de la liberté retrouvée. Elle sortit de la maison, verrouilla la porte derrière elle pour la toute dernière fois et monta dans sa voiture. En démarrant, elle ressentit une immense vague de soulagement. Elle laissait derrière elle 4 ans d'un mariage toxique, mais elle ne partait pas vaincue. Elle partait en vainqueur. Le triomphe d'Hélène ne résidait pas dans le bruit, mais dans l'élégance de sa disparition. Quelques minutes plus tard, la berline noire de Laurent s'engageait dans la rue, transportant un homme gonflé d'orgueil, impatient de franchir le seuil d'une maison qui n'était plus qu'une coquille vide, et d'affronter une réalité financière qui allait le briser instantanément. La clé tourna dans la serrure, mais cette fois ce fut Laurent qui força le mécanisme d'un geste brusque, impatient d'imposer sa présence. Il poussa la lourde porte d'entrée de l'épaule, les bras chargés de valises encombrantes,
Tandis qu'Élise le suivait de près, le nourrisson endormi dans ses bras. Laurent affichait ce sourire conquérant des hommes qui pensent avoir tout orchestré. Il s'attendait à l'odeur d'un dîner chaud, aux lumières tamisées d'un foyer accueillant, et surtout à la silhouette soumise d'Hélène, prête à se confondre en excuses et à prendre soin de sa sœur. Mais lorsqu'il franchit le seuil, le silence qui l'accueillit fut d'une densité effrayante. Ce n'était pas le calme d'une maison endormie, c'était le vide absolu d'un lieu abandonné. Laurent posa les bagages dans l'entrée et fronça les sourcils. La pénombre était totale. Il pressa l'interrupteur, et la lumière crue du plafonnier révéla l'ampleur du désastre. Le salon, autrefois si chaleureux et décoré avec soin par Hélène, ressemblait à une scène de crime patrimonial. Les meubles les plus précieux, la grande bibliothèque en chêne, les tableaux de valeur et les tapis soyeux avaient disparu. À leur place, il ne restait que des zones d'ombre sur le parquet et des fixations murales dénudées. La réorganisation qu'Hélène avait opérée les jours précédents n'était qu'un leurre. Elle avait tout emporté au dernier moment. « Hélène » appela Laurent, sa voix trahissant une première fissure d'anxiété dans son armure d'arrogance. Pas de réponse. Seul l'écho de sa propre voix lui revint. Élise, s'avançant dans la pièce, laissa échapper un cri de stupeur. « Laurent, c'est quoi ce bordel? Où sont les meubles? Où est ta femme ?» Le nourrisson commença à s'agiter, réveillé par la tension palpable qui venait d'envahir l'espace. Laurent, le cœur battant à un rythme anormal, traversa la maison au pas de charge. La cuisine était immaculée, dénuée de tout ustensile, de toute nourriture. La chambre à coucher principale avait été dépouillée de ses draps, de ses rideaux, et les armoires d'Hélène étaient désespérément vides. Elle n'avait pas fui, elle avait méthodiquement effacé sa présence. Le choc se mua rapidement en une rage noire. Laurent sortit son téléphone de sa poche, les doigts tremblants de colère, et composa le numéro d'Hélène. Cet abonné n'est pas joignable. La ligne était coupée. Elle l'avait bloqué. C'est à ce moment précis, alors qu'il s'apprêtait à hurler de frustration, qu'un signal sonore retentit sur son écran. Un message venait d'arriver, non pas d'Hélène, mais de son application bancaire. Une notification d'alerte en lettres rouges écrasantes. Compte courant et compte d'épargne gelé par mesure de sécurité. Suspicion de fraude majeure. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Laurent. La panique, froide et paralysante, s'empara de lui. Il tenta immédiatement de se connecter à son espace client, mais l'accès lui était refusé. En l'espace de 5 minutes, sa vie venait de basculer du triomphe à la ruine totale. Il n'avait plus de femme, plus de maison fonctionnelle, plus un seul centime accessible. Et il se retrouvait seul avec une sœur exigeante et un nouveau-né sur les bras. « C'est impossible. »« C'est impossible !» hurla-t-il, envoyant d'un coup de pied violent une chaise en plastique isolée qui vola en éclats contre le mur. Élise recula, terrifiée par l'explosion de son frère. « Laurent, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que tu as de l'argent. Le petit a besoin de son lait spécial, je n'ai plus rien. » Mais Laurent ne l'écoutait plus. L'arrogance avait totalement déserté son visage, laissant place à la grimace pathétique d'un homme pris au piège de sa propre médiocrité. Il venait de comprendre le sens des dernières paroles d'Hélène au téléphone. « Vous allez trouver exactement ce que vous méritez. » Elle savait tout. Elle avait découvert le crédit frauduleux, elle avait bloqué les fonds avant qu'il ne puisse les dilapider pour sa sœur, et elle l'avait laissé face à ses propres responsabilités, démuni et exposé. Le roi était nu. Et le public, installé confortablement derrière son écran, savourait chaque seconde de cette déchéance méritée. La retenue d'Hélène, sa vengeance silencieuse et d'une élégance absolue, venait de porter un coup fatal sans qu'elle ait eu besoin de prononcer une seule parole de trop. La maison vide n'était pas seulement un espace sans meubles, c'était le miroir de l'existence future de Laurent. Un grand néant. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit fatidique où le monde de Laurent s'était effondré comme un vulgaire château de cartes. Dans le petit appartement de banlieue qu'il louait désormais à la hâte, l'air était devenu lourd, confiné, presque irrespirable, saturé par l'odeur persistante du lait caillé et des couches jetables. Les cris stridents et ininterrompus du bébé d'Élise déchiraient le silence de l'aube depuis des heures, mais Laurent ne bougeait plus. Il restait assis prostré sur le bord de son lit de camp métallique, les yeux cernés de noir, fixant le sol en linoléum usé. L'arrogance flamboyante qui l'habitait autrefois
avait été totalement balayée par la réalité brutale de sa nouvelle existence de paria. Sans un seul sou disponible sur ses comptes bancaires définitivement gelés, abandonné par ses prétendus amis de la haute société dès que sa déchéance était devenue publique, il avait dû affronter quotidiennement la colère hystérique d'une sœur qui le tenait désormais pour le seul responsable de sa propre misère. Élise, incapable de gérer la pression financière et la précarité, avait fini par plier bagage quelques jours plus tôt pour s'installer chez une lointaine cousine en province, lui laissant la charge exclusive des dettes de subsistance qu'ils avaient accumulées. Laurent se retrouvait seul, terrifié, face au gouffre noir de sa faillite personnelle et sociale. Ce matin-là, un coup sec et officiel retentit contre la porte d'entrée mince. Ce n'était pas le facteur, mais un huissier de justice venu lui remettre en main propre une notification du tribunal accompagnée du rapport final de l'expertise bancaire. Sans aucune fioriture juridique ni ménagement, la sentence tenait en quelques lignes implacables. La banque reconnaissait officiellement l'usurpation d'identité commise par Laurent. La signature d'Hélène sur le contrat de prêt ayant été déclarée falsifiée par les experts graphologues, la dette colossale du crédit de sa sœur était intégralement et définitivement basculée sur la tête de Laurent. Hélène était libre, lavée de tout soupçon, tandis que lui se retrouvait fiché à la banque centrale, condamné à l'interdiction bancaire et contraint de rembourser chaque centime de ce crime jusqu'à la fin de ses jours. Les mains de Laurent se mirent à trembler violemment, froissant le papier officiel. La panique le submergea, piétinant ce qui lui restait d'amour-propre. Dans un élan de désespoir absolu, oubliant toute la superbe et le mépris qu'il avait affiché durant des années, il saisit son téléphone d'occasion. Il composa le nouveau numéro professionnel d'Hélène qu'il avait réussi à obtenir en harcelant d'anciens collègues. À l'autre bout de la ville, dans un quartier calme, résidentiel et arboré, Hélène était installée sur la terrasse ensoleillée de son nouvel appartement. Un café fumant posé près d'elle, elle savourait la brise légère du matin tout en consultant l'avis de clôture de l'affaire que son avocat venait de lui envoyer par courriel. C'est à ce moment précis que son téléphone professionnel se mit à vibrer sur la table en bois. Elle cadra l'écran, vit s'afficher un numéro inconnu et décrocha d'une voix parfaitement calme, neutre et posée. « Allô, Hélène, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas, » lança la voix de Laurent. C'était une voix méconnaissable, brisée, haletante, dépouillée de toute cette autorité factice qu'il aimait tant utiliser pour la rabaisser. Hélène ne cessa pas de sourire. Elle prit une gorgée de son café, adossée confortablement à son fauteuil, observant le ciel bleu. « Je t'écoute, Laurent. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Hélène, tu dois arrêter cette folie, » supplia-t-il, la voix tremblante de honte. « L'huissier vient de passer. La banque me réclame tout le crédit d'Élise. Je suis ruinée. Je n'ai plus rien. Je vis dans un taudis. Dis à ton avocat de retirer la plainte pour fraude. Dis-leur que c'était une erreur, que nous étions d'accord pour ce prêt. Tu ne peux pas me faire ça, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Je t'en supplie, aie un peu de pitié. » Le silence qui suivit fut d'une froideur polaire. Hélène écouta ces jérémiades sans sourciller, n'éprouvant ni haine, ni colère, ni même de la joie face à cette agonie verbale. Juste un mépris souverain et une indifférence totale. « De la pitié, Laurent ?» répondit-elle enfin, sa voix résonnant avec la clarté et la brutalité d'un couperet de guillotine. « Quand tu imitais ma signature pour me détruire financièrement, tout en me demandant de sacrifier ma vie pour ta sœur, où était ta pitié ? Tu as passé 4 ans à me traiter comme une ombre invisible sous ton toit. Tu as voulu jouer avec ma vie, et tu as perdu. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ma vengeance, c'est simplement le prix de tes propres choix. Hélène, je t'en conjure, si tu fais ça, je vais aller en prison, je vais être détruit à jamais, hurla-t-il à moitié, basculant dans une hystérie pitoyable. Alors commence à t'habituer au paysage, Laurent, répliqua-t-elle d'un ton glacial et définitif. Tu te croyais le maître du jeu, mais tu n'étais que l'architecte de ta propre ruine. Ne rappelle plus jamais ce numéro. Le sujet est clos. Sans lui laisser le temps de prononcer un seul mot de plus, sans attendre d'entendre ses larmes ou ses insultes désespérées, Hélène écrasa le bouton rouge de son écran, mettant fin à la communication et bloquant définitivement le numéro. Elle posa l'appareil sur la table, inspira profondément l'air pur du matin et ferma les yeux un court instant. Le dernier lien avec son passé toxique venait d'être sectionné avec une élégance et une précision chirurgicale. Laurent n'existait plus. Il n'était plus qu'un paragraphe lointain et insignifiant d'un chapitre désormais verrouillé à double tour. Hélène se leva,
ajusta les pans de sa veste de tailleur impeccable et prit son sac à main en cuir. Elle avait un rendez-vous crucial cet après-midi pour signer les statuts juridiques de sa propre entreprise de conseil, un projet d'envergure qu'elle avait injustement sacrifié pendant des années pour ne pas faire de l'ombre à l'ego surdimensionné de son ex-mari. Aujourd'hui, le ciel était dégagé, et plus rien ni personne sur cette terre n'avait le pouvoir de freiner son élan ou de dicter sa conduite. En passant devant le grand miroir en pied de son entrée, Hélène s'arrêta une ultime seconde. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme radieuse, souveraine, dont le regard noir brillait d'une assurance invincible. Elle n'avait pas eu besoin de hurler, de faire des scandales vulgaires ou de descendre dans la boue avec ses bourreaux. Sa plus belle victoire résidait dans sa dignité, son silence et son intelligence tactique supérieure. Elle ouvrit la porte de son logement, s'avança d'un pas ferme et aérien dans le couloir lumineux. Derrière elle, la porte se referma dans un déclic sec et net, scellant à tout jamais le triomphe absolu d'une femme qui avait su transformer sa souffrance en une magistrale et mémorable leçon de vie. La nouvelle vie d'Hélène ne ressemblait en rien à l'austérité de son passé, mais elle restait teintée d'une méfiance salutaire. 3 mois après la chute de Laurent, elle s'était reconstruite pierre par pierre. Son entreprise de conseil en stratégie pour PME fleurissait, et elle avait appris à savourer chaque petite victoire, non plus comme une validation extérieure, mais comme le fruit de son propre travail. Pourtant, un matin, alors qu'elle feuilletait son courrier au bureau, une enveloppe sans expéditeur attira son attention. À l'intérieur, aucune lettre, seulement une série de clichés photographiques, pris de loin, la montrant entrant dans son cabinet, déjeunant avec des partenaires commerciaux, et même une photo d'elle, plus personnelle, dans le parc proche de son nouveau domicile. Le souffle d'Hélène se coupa net. La panique tenta de s'infiltrer, cette vieille amie de ses années de mariage, mais elle la refoula immédiatement. Ce n'était pas la détresse de Laurent qui se lisait dans ces images, mais une surveillance froide, professionnelle, délibérément intrusive. Laurent, dans sa déchéance actuelle, n'avait ni les moyens ni la lucidité mentale pour monter une telle opération. Quelqu'un d'autre s'intéressait à elle, et cet intérêt n'avait rien d'amical. Elle ne perdit pas une seconde. Au lieu de céder à la paranoïa, elle contacta immédiatement l'agence de sécurité spécialisée qu'elle avait utilisée pour sécuriser son départ de l'ancien domicile. « Je veux une analyse de ces photos et une protection rapprochée temporaire », ordonna-t-elle à son contact habituel. L'homme, un ancien des services de renseignement, prit la chose très au sérieux. En moins de 24 heures, le verdict tomba. Les photos provenaient d'un détective privé local, engagé par un tiers anonyme via une plateforme cryptée. Hélène réalisa alors que sa réussite ne passait pas inaperçue. Son ascension fulgurante, couplée à la chute spectaculaire d'un mari dont les frasques financières avaient fait grand bruit dans les milieux d'affaires, avait attiré des prédateurs. Certains avaient vu en elle une proie vulnérable, une femme divorcée ayant hérité d'une fortune supposée, une erreur monumentale, mais qui la mettait en danger. La situation était ironique. En se libérant du tyran domestique, elle avait attiré l'attention de nouveaux vautours extérieurs. La réponse d'Hélène fut à la hauteur de sa réputation de femme méthodique. Elle n'attendit pas d'être coincée. Elle décida de transformer cette menace en une opportunité de verrouiller définitivement sa sécurité. Elle fit publier, via son avocat, une communication discrète mais ferme dans les revues juridiques spécialisées, rappelant son indépendance financière totale et l'absence de tout capital issu de son précédent mariage. Elle intensifia également ses mesures de sécurité numérique et physique, ne laissant plus rien au hasard. Quelques jours plus tard, alors qu'elle sortait d'une réunion tardive, un homme en costume sombre, l'air embarrassé, l'aborda sur le parking. « Madame, je travaille pour une société de conseil concurrente. Je ne voulais pas vous effrayer avec ces photos. C'était une erreur de jugement. » Hélène s'arrêta, ses talons claquant sèchement sur le bitume. Elle l'observa avec un calme qui glaça l'homme sur place. Elle ne chercha pas à savoir qui était le commanditaire. Elle se contenta de fixer l'homme droit dans les yeux, son regard noir ancré dans le sien. « Vous n'avez pas fait une erreur de jugement, monsieur. Vous avez commis une erreur de cible, » dit-elle d'une voix posée mais tranchante. « La prochaine fois que je vous vois, vous ou un autre appareil photo, ce ne sera pas moi qui vous parlerai. Ce sera la police, avec un dépôt de plainte pour harcèlement et violation de la vie privée. Croyez-moi, ma patience a été épuisée par des experts bien plus dangereux que vous. Ne me testez pas. » L'homme balbutia des excuses, incapable de soutenir sa présence.
Hélène le laissa là, planté au milieu du parking, et monta dans sa voiture. Elle venait de marquer un nouveau territoire. Le danger ne venait plus de l'intérieur de sa maison, mais du monde extérieur, et elle venait de démontrer qu'elle n'avait rien perdu de sa combativité. Ce chapitre de sa vie, bien que teinté de menaces, était loin d'être une défaite. Au contraire, elle venait de franchir un nouveau palier. Elle n'était plus seulement une femme qui s'était échappée, elle était devenue une femme qui n'avait plus peur de rien, ni de personne. La chasseuse était devenue la proie, mais elle avait fini par apprendre à se défendre, et désormais, c'était elle qui dictait les règles du jeu, même dans l'ombre. Le calme qui s'était installé après l'incident du parking était trompeur, une sorte de respiration avant la tempête. Hélène avait consolidé ses défenses, mais elle savait, avec cette intuition devenue son sixième sens, qu'une menace plus insidieuse rôdait encore. Elle ne parlait plus de Laurent. Son nom avait disparu de ses pensées comme une tache d'encre sur un buvard, mais elle comprenait désormais que le monde des affaires, tout comme celui des relations personnelles, était peuplé de parasites qui ne toléraient pas l'émergence d'une femme indépendante et prospère. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, la lumière de son écran reflétée dans les vitres sombres du bureau, elle reçut un appel anonyme. Elle hésita une seconde avant de décrocher, son doigt suspendu au-dessus du bouton vert. Elle répondit. Le silence à l'autre bout était lourd, saturé d'une tension électrique, comme si quelqu'un attendait qu'elle fasse le premier pas. Hélène, fidèle à sa nouvelle nature, ne dit rien. Elle attendit, les yeux rivés sur les graphiques financiers qu'elle était en train d'analyser. « Vous pensez avoir gagné, Hélène, n'est-ce pas ?» La voix était déformée, métallique, certainement passée par un logiciel de synthèse pour masquer l'identité de l'interlocuteur. Hélène ne sia pas. Elle nota le numéro, puis commença à enregistrer la conversation sur son appareil personnel, en glissant son téléphone dans le haut-parleur. « Je ne pense pas avoir gagné. Je sais que j'ai survécu. Ce qui est, en soi, une victoire monumentale comparée à votre petitesse. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui a tout perdu à cause de votre ego démesuré, répondit la voix avec une pointe d'acidité mal dissimulée. Vous avez ruiné Laurent. Il était le seul à pouvoir stabiliser certains projets. Votre petite vengeance a causé un effet domino que vous ne soupçonnez même pas. Vous croyez être une femme d'affaires, mais vous n'êtes qu'un pion qui a renversé l'échiquier. Un rire léger et méprisant échappa à Hélène. Elle comprit instantanément, ce n'était pas un ami de Laurent, c'était un associé occulte, l'un de ceux qui avaient investi dans les montages financiers frauduleux de son ex-mari. Laurent n'avait été que l'exécutant, le visage public de pratiques bien plus sombres, qui s'étendaient bien au-delà de leur vie de couple. En faisant éclater le scandale de la signature falsifiée, Hélène avait, par accident, ouvert une boîte de Pandore qu'elle n'avait jamais cherché à explorer. Elle venait de mettre à jour un réseau de blanchiment d'argent impliquant des personnalités influentes de la ville. « Si vous m'appelez pour me menacer, vous avez perdu votre temps, » répliqua Hélène, sa voix devenant aussi froide qu'une lame de rasoir. « Je ne suis pas responsable de vos affaires bancales. Si vous avez investi dans les illusions de Laurent, c'est votre faillite, pas la mienne. Et si vous cherchez à m'intimider, sachez que je possède déjà les preuves de vos appels et que mon avocat, celui-là même qui a enterré Laurent, sera ravi de découvrir qui se cache derrière ce numéro. » La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes, puis la communication fut coupée brutalement. Hélène posa son téléphone, le cœur battant un peu plus vite, mais non pas par peur, par excitation. Elle n'était plus la victime qui subissait, elle était le catalyseur. Elle venait de comprendre que sa libération était liée à une corruption plus vaste. Le danger n'était plus personnel, il était structurel. Elle ne perdit pas une minute. Elle envoya les enregistrements et les métadonnées de l'appel à son avocat, mais elle fit également quelque chose de plus audacieux. Elle contacta une journaliste d'investigation réputée pour son intégrité, spécialisée dans les crimes en col blanc. Si ces gens voulaient la jouer selon les règles de l'ombre, elle allait leur répondre en pleine lumière, avec la puissance de l'information. Elle sortit de son bureau, verrouilla la porte et contempla la ville sous elle, ses lumières scintillantes comme autant de cibles potentielles. Elle savait que les prochains jours seraient dangereux, qu'elle serait observée, peut-être même menacée physiquement. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas fragile. Elle avait le contrôle, non seulement de sa propre trajectoire, mais du destin de ceux qui avaient tenté de la broyer. Elle était devenue une force de la nature, une femme qui avait appris que, dans un monde corrompu, la vérité était l'arme la plus dévastatrice qui soit.
La chasseuse ne s'était pas contentée de se défendre, elle venait de décider de traquer ses prédateurs à son tour. Le calme était revenu, une sérénité presque palpable qui enveloppait l'appartement d'Hélène comme un manteau de soie. Après les turbulences des derniers mois, elle avait enfin compris que la véritable victoire ne résidait pas dans la destruction de ses ennemis, mais dans la construction de son propre sanctuaire. Elle avait pris la décision consciente de laisser la journaliste d'investigation gérer le dossier du réseau occulte. Ce n'était plus sa bataille. Elle avait repris les rênes de sa vie, et pour la première fois, elle savourait chaque seconde de cette liberté retrouvée. Ce samedi matin, le soleil inondait son salon de ses rayons dorés, mettant en valeur les nouveaux choix décoratifs qu'elle avait opérés. Plus de meubles imposants et austères, mais une harmonie de bois clair, de plantes vertes et d'objets qui racontèrent sa propre histoire, et non celle qu'on lui avait imposée. Elle s'installa dans son fauteuil préféré, une tasse de thé à la main, observant la ville qui s'éveillait doucement sous ses fenêtres. C'était un luxe qu'elle n'avait jamais osé s'accorder auparavant. Le droit de ne rien faire, de ne pas être en état d'alerte, de ne pas devoir rendre des comptes à une présence masculine dévorante. Elle se souvint, avec une pointe d'ironie amère, de la façon dont Laurent qualifiait ses goûts de futilité ou de dépenses inutiles. Il avait passé 4 ans à essayer d'effacer ses envies pour ne laisser place qu'à ses propres ambitions. Aujourd'hui, entourée par ce qu'elle aimait, elle réalisait l'ampleur de l'emprisonnement qu'elle avait subi. Elle ne se sentait ni triste, ni revancharde. Elle ressentait simplement une immense gratitude envers elle-même, envers cette partie d'elle qui, même dans les moments les plus sombres, n'avait jamais abandonné. La journée se déroula avec une douceur inhabituelle. Elle se rendit dans une petite librairie de quartier où elle passait des heures, feuilletant des ouvrages sur l'art et le design, des sujets qu'elle avait mis de côté pour se consacrer exclusivement à la carrière de son ex-mari. Il y avait dans ces rayons une forme de paix silencieuse qui la ressourçait. Elle finit par acheter 2 livres, s'offrant ce plaisir simple, presque enfantin. En sortant, elle croisa le regard d'une femme qui semblait perdue, scrutant son téléphone avec inquiétude. Hélène s'arrêta, non pas par devoir, mais par pure empathie. Elles discutèrent quelques instants, elle l'aida à trouver son chemin. Ce petit échange lui rappela qu'elle appartenait désormais au monde, un monde bienveillant et ouvert, et non plus à la cage dorée de Laurent. En fin d'après-midi, elle se rendit dans un salon de thé qu'elle convoitait depuis longtemps, une petite adresse cachée dans une ruelle pavée. Elle s'y installa seule, sans téléphone, sans ordinateur. Elle écouta le bruit de la vaisselle, le murmure des conversations environnantes, le chant lointain d'un musicien de rue. Elle était devenue sa propre meilleure compagnie. Cette solitude, autrefois redoutée car associée au vide laissé par Laurent, était devenue son plus grand atout. Elle était complète. Le soir venu, en rentrant chez elle, elle fit une halte devant le miroir de l'entrée, celui-là même qui l'avait vue douter, puis s'affirmer. Elle ne vit plus seulement la femme qui avait survécu à un mariage toxique, mais celle qui s'apprêtait à vivre, pleinement. Elle avait encore des défis à relever, des projets professionnels à mener, et peut-être, un jour, de nouvelles rencontres. Mais elle n'était plus pressée. Elle avait le temps, elle avait l'espace. Elle avait la certitude que, quoi qu'il arrive, elle saurait naviguer avec élégance. Elle fit glisser sa main sur son épaule, un geste d'autocompassion qu'elle n'avait jamais appris. Elle était enfin rentrée chez elle, pas dans un appartement, mais dans sa propre peau. Laurent n'était plus qu'une ombre s'effaçant dans le crépuscule. La vie, la vraie, commençait maintenant, non pas dans le bruit des batailles, mais dans le silence apaisant de l'accomplissement. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le battement régulier de son propre cœur, un rythme libre, stable, le sien. 1 an avait passé. La ville, avec ses lumières scintillantes et son agitation incessante, semblait vibrer à l'unisson de la réussite d'Hélène. Ce soir-là, le prestigieux centre de congrès était baigné d'une lumière dorée, accueillant le gala annuel des entrepreneurs innovants. Hélène, rayonnante dans une robe d'un bleu nuit profond, dont la sobriété soulignait la force de sa présence, traversait le grand hall d'entrée. Elle ne marchait pas, elle dominait l'espace, non par arrogance, mais par une assurance acquise au prix d'un long voyage intérieur. Chaque pas sur le marbre froid résonnait comme une affirmation. Elle était là, elle était entière, et elle était libre. Au cœur de la réception, une brume de murmures admiratifs l'accompagnait.
Elle était devenue la figure de proue de cette nouvelle génération de dirigeants qui plaçaient l'intégrité au-dessus du profit immédiat. Alors qu'elle se dirigeait vers la tribune pour son discours de clôture, son regard balaya la salle, une habitude héritée de ses mois de vigilance. Dans un coin sombre, presque invisible derrière un pilier, un homme, le visage émacié, les vêtements trop larges, fixait la scène. C'était Laurent. Il était là, un intrus dans ce monde de lumière, un vestige d'une vie qui n'existait plus que dans les cauchemars qu'elle avait fini par oublier. Il l'observa un instant, cherchant sans doute un signe, une faille, un reste de l'Hélène d'autrefois. Mais ses yeux ne rencontrèrent rien. Hélène posa son regard sur lui pendant une fraction de seconde, un regard si parfaitement neutre, si totalement dénué de haine, de ressentiment ou même de mépris, qu'il fut plus destructeur que n'importe quelle insulte. Pour elle, il n'était plus qu'une ombre, une erreur de parcours, un chapitre déjà tourné et refermé depuis longtemps. Il détourna les yeux, écrasé par le poids de son propre effacement. Hélène monta sur l'estrade. Le silence se fit, absolu, respectueux. Elle ne lut pas son discours, elle le vécut. Elle parla de la résilience, non comme une souffrance, mais comme une alchimie capable de transformer le plomb de la douleur en l'or de l'identité. Elle ne mentionna jamais Laurent, ni les trahisons, ni la maison vide. Elle parla à ceux qui, comme elle, avaient un jour cru que leur valeur dépendait du regard d'un autre. La liberté n'est pas ce que l'on obtient en conquérant les autres, commença-t-elle, sa voix claire portant jusqu'au fond de la salle. Elle est ce que l'on récolte lorsqu'on cesse enfin de se perdre pour complaire à des fantômes. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de se choisir soi-même quand tout le monde nous demande de s'effacer. Il y avait dans ces paroles une vérité si tranchante qu'elle suspendit le temps. Ce soir-là, beaucoup dans cette salle, des hommes et des femmes d'affaires endurcis, sentirent une émotion rare les traverser. Hélène était devenue le symbole de ce que chaque être humain aspire à être, un individu dont le centre de gravité est ancré en lui-même. En descendant de l'estrade, elle ne chercha pas les applaudissements, bien qu'ils fussent tonitruants. Elle chercha la sortie, vers la terrasse qui donnait sur la ville. Elle se retrouva seule, sous un ciel étoilé, loin de la chaleur étouffante du gala. Elle inspira profondément l'air frais de la nuit, sentant le calme infini de sa nouvelle vie. Son téléphone vibra dans son sac, une notification d'un projet humanitaire qu'elle parrainait désormais, une initiative pour aider les femmes à se reconstruire après des ruptures dévastatrices. Elle sourit, un sourire pur, dépouillé de toute amertume. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait transcendé son histoire. Elle s'approcha de la balustrade, dominant la métropole. Laurent avait essayé de la transformer en un objet, en une possession interchangeable. Il avait fini par faire d'elle ce qu'elle n'aurait jamais osé devenir sans le choc de cette déchéance, une femme qui n'appartient qu'à elle-même. Dans le reflet d'une vitre sombre de la terrasse, elle croisa son propre regard. Elle vit une femme dont la beauté n'était pas seulement dans les traits, mais dans la sérénité du regard, une profondeur acquise à force de vérité. La ville s'étendait devant elle, une infinité de possibles. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait aucune raison de le faire. Laurent, le crédit, la maison vide, le tribunal, tout cela n'était plus que de la poussière emportée par le vent de son ascension. Elle fit pivoter son corps, tournant le dos à la salle de gala, et s'avança vers la porte de sortie, d'un pas lent, mesuré, impérial. Elle n'était plus une épouse, plus une victime, plus une stratégie de survie. Elle était Hélène, simplement et magnifiquement elle-même. La musique du gala s'estompa derrière elle, remplacée par le silence majestueux de la nuit. Le rideau tombait sur cette histoire, non pas dans le fracas d'une défaite, mais dans la lumière éclatante d'un renouveau. Elle avait gagné le plus beau des Oscars, celui de sa propre vie. La porte se referma derrière elle avec un déclic définitif, scellant non pas une fin, mais le début d'une ère où elle était, enfin, le seul maître de son destin. L'histoire d'Hélène s'achève, mais sa quête de liberté ne fait que commencer. Elle a appris que la véritable victoire n'est pas de détruire l'autre, mais de se reconstruire soi-même. Quelle leçon retenez-vous de son parcours ? La justice est-elle dans la victoire ou dans la paix intérieure ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir fait partie de ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle histoire.